Et si un simple champignon pouvait ouvrir ton esprit? Voici bien une molécule invisible à l'œil nu, capable de transformer ta réalité, d'effacer ton ego et de te plonger carrément dans un autre monde. Cette molécule, c'est la psilocybine, qui vient carrément des espèces de champignons psilocybe. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment la psilocybe agit sur ton cerveau et pourquoi elle te provoque des hallucinations aussi profondes. Et surtout, pourquoi elle fascine autant de scientifiques et les chercheurs de sens, bien sûr. Je m'appelle Yoann, je suis passionné de mycologie, tout ce qui est en lien avec les champignons, et je vais t'expliquer aujourd'hui avec des faits clairs comment cette molécule issue de champignons sacrés a bouleversé les sciences modernes et les traditions spirituelles du monde entier. Donc c'est pour cela que dans cette vidéo, tu vas découvrir la découverte de ce champignon hallucinogène et de sa molécule. Tu vas voir, ça date d'il y a très longtemps. Le mécanisme chimique derrière les hallucinations, c'est vraiment une exploration entre la nature, la conscience et la chimie. Les gars, installez-vous parce que je vous promets que le voyage va être hallucinant. T'as compris le jeu de mots? Hallucinant. Commençons avec le nom de cette espèce anodine, le Psilocybe lanceolé. Ou bien sûr en latin c'est beaucoup plus bizarre, Psilocybe semi-lanceata est une de ces espèces de champignons qui contient ces substances psychoactives, la psilocybine. C'est, comme vous l'avez compris, un champignon hallucinogène. Généralement ce champignon adore les prairies herbeuses, particulièrement humides, fertilisées par du bétail. Cette espèce préfère les hautes altitudes, ce qui fait que dans ma région, j'ai essayé d'en trouver. Je n'en trouve pas. Donc cette espèce, je ne peux pas vous la montrer. Il faut vraiment que j'aille à 200-300 km pour vous ramener un échantillon. Par ailleurs, le psilocybe lanceolé n'est pas la seule espèce connue. Il y a plusieurs psilocybes qui poussent à travers le monde, tels que le psilocybe mexicana, le psilocybe du Mexique, le psilocybe sianescens qui est lui le psilocybe bleu, ou encore le psilocybe cubensis qui est le psilocybe du Cuba. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des psilocybes pour tous les continents, hormis l'Antarctique jusqu'à preuve du contraire. Pour finir, il y a près de 150 espèces de psilocybes à travers le monde. Mais d'ailleurs, depuis quand on connaît ce champignon? Depuis quand il a interrogé les gens? Depuis quand il a éveillé les consciences? Il a altéré la mémoire et l'esprit? Et ça remonte depuis bien très longtemps. Il faut savoir que les gens, à une certaine époque, aimaient faire des représentations rupestres ou autres d'une plante utilisée ou d'un champignon. Et bingo, le psilocybe, c'est une superstar. Cette star mondiale a eu le droit à plusieurs représentations au cours des années qui défilent. Et franchement, tu vas être très étonné. Les premières représentations rupestres ont été trouvées dans une province espagnole. Voici le nom du village, Villar de Humo. Mais il faut savoir que cette représentation date de moins 6000 à moins 4000 avant Jésus-Christ. Pour vous dire que le champignon est vraiment ancien et qu'il était même utilisé pour les premières civilisations. Pour vous dire, c'est quand même assez impressionnant. Mais ce n'est pas terminé. Je vous dis là, ce n'est que le début. En France aussi, on l'utilisait. Pour vous dire, le champignon, s'il pouvait coloniser un terrain, il le fait. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de civilisations qui l'ont utilisé. Par exemple, la France. Au XIIe siècle, des fresques d'églises françaises montraient des arbres champignons psilocybiens. On ne sait pas vraiment si c'est des psilocybes, mais vu la forme en fer de lance que représente le psilocybe lanceolé, on peut affirmer que c'était ce type de champignon. Et puis aussi, comme vous le savez, il n'y a pas qu'en Europe que ce champignon nous a fait halluciner concrètement, il y a aussi en Amérique du Sud, où il a une importance particulière. Par exemple, en Amérique précolombienne, il y avait des objets d'or et des poteries représentant des chamans aux champignons, ayant ce psilocybe, encore une fois. Quand je vous dis que ce champignon a marqué les esprits, ce n'est pas pour rien. Maintenant, on va dans un endroit où on peut trouver au moins 80 espèces de psilocybes, et ce territoire, c'est le Mexique. Comme je vous l'ai dit, il y a au moins 80 espèces qui ont été utilisées pour des rituels et qui continue à être utilisé. Mais pour avoir sa première description, il faut attendre le XVIe siècle par un certain colon Francesco Hernandez. T'as vu le petit accent espagnol? Avoue qu'il est stylé. Dis-le moi en commentaire s'il est stylé. Décrit le Teonanacatal, c'est le nom du psilocybe, consommé par les Aztèques. C'est la première fois qu'on a une vraie description de ce champignon. Mais pour avoir les premiers écrits décrivant sa toxicité, il faut attendre l'aube du 19e siècle, en 1799, où des scientifiques ont répertorié la première
ingestion accidentelle de ce champignon en Angleterre. Donc comme je vous dis que ce champignon, il a un passé, ce n'est pas pour rien. Il a vraiment un passé judiciaire limite. Comparé à d'autres espèces, celui-là, on le connaît bien. On le connaît trop bien même, je pense. Ce qui est assez rare pour un champignon parce que, hormis les cèpes et les girolles, je vous dis, les toxiques, on n'en connaît pas trop. Peut-être le rouge avec des points blancs. Mais c'est qu'à partir du XXe siècle qu'on aura des confirmations et qu'on fera des liens entre les écrits de Francisco Hernandez et des intoxications dues à ce champignon. Il faudra attendre près de 200 ans quand même pour qu'on puisse documenter précisément sur ce champignon. Bien qu'on le connaît depuis Mathusalem en fait. C'est-à-dire que ce champignon était connu mais en même temps secret. Personne ne le connaissait, personne ne savait à quoi il ressemblait, ce qui faisait que c'était un peu compliqué. C'était un peu plus l'ordre du mystique, si je peux dire. Mais tout cela va changer à partir des années 50. En 1953 jusqu'en 1955, Robert Gordon Watson, un simple banquier se révélant chercheur amateur, va faire la rencontre de Maria Sabina dans une petite ville mexicaine à... Attendez, je vous lis bien. Huautla. Voilà. Huautla. Putain, lui. Huautla. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Donc ce sera l'un des premiers occidentaux à participer à ce genre de rituel, qui est de consommer ce champignon afin de se rapprocher des dieux sacrés mayas. Après avoir passé 2 ans au Mexique, ce fut une révélation, car en 1957, enfin ces espèces de champignons sont connues de tous. Et cela devient une révélation mondiale. Dans la même année, Roger Heim, qui est un botaniste mycologue français, Cocorico, a identifié le Psilocybum mexicana qui était utilisé pour les rituels et a même envoyé des échantillons à Albert Hofmann, celui qui a décrit la LSD. Je vous dis, le monde des mycologues, il est très fermé, donc dès que ça s'échange des informations, ça peut aller très vite. Donc Albert Hofmann, ayant déjà découvert l'LSD en 1943, bon ça c'est un petit aparté, si tu veux le lien de la LSD, je vais le mettre quelque part par-ci, je ne sais plus trop, là ou là. Tu me diras. Il va isoler cette molécule qui fascine tout le monde, qui est la psilocybine. D'ailleurs, on va voir plus tard comment la psilocybine agit sur notre cerveau. C'est franchement passionnant. Je vais pas dire hallucinant parce que je l'ai déjà dit une première fois, tu connais. Il va isoler même 2 molécules, la psilocine et la psilocybine. Et donc, dans ce grand laboratoire qui s'intitule Sandoz, en Suisse, parce que Albert Hofmann c'est un Suisse, il va breveter les premières formes pharmaceutiques sous le nom d'indocybine. Mais maintenant, vous allez voir comment la molécule agit sur le cerveau. Et d'ailleurs, pourquoi elle crée toutes ces hallucinations. C'est parti. Concrètement, qu'est-ce que la psilocybine? Donc rappelons-le, dans toutes les espèces de psilocybe, c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi, il y a cette petite molécule, enfin non, 2 molécules qu'on appelle la psilocybine et l'autre la psilocine. Et ce qu'elles font sur le cerveau, c'est assez hallucinant. Bon allez, j'arrête ici, c'est bon. J'arrête, je serai pas comédien. En fait, si toi, derrière cet écran, que se passe-t-il si tu manges un psilocybe? Concrètement, lorsque tu manges le psilocybe, il y a une molécule à l'intérieur, en grosse quantité, qui s'appelle la psilocybine. Ton corps va la transformer en psilocine, et la psilocine, c'est la molécule active qui va agir sur ton cerveau, et qui va te montrer des choses, et qui va te faire ressentir les choses autrement. C'est-à-dire couleur, son, émotion, ça on y reviendra un peu plus tard. Gardez cela en tête. Donc concrètement, comment ça marche sur toi? Si on parle de manière moléculaire, si on se réfère à la molécule, la psilocybine et la psilocine ressemblent énormément à la sérotonine. Mais tu vas me dire, mais c'est quoi la sérotonine? T'inquiète, j'y arrive. Ne sois pas trop pressé. En fait, la sérotonine, c'est la substance du cerveau naturelle produite par le cerveau qui t'aide à réguler les émotions et les perceptions. C'est-à-dire que si tu n'as pas de sérotonine dans ton cerveau, tu ne peux pas ressentir et tu n'as pas d'émotion. En fait, ce sera une vie bien fade. Du coup, c'est-à-dire que si tu consommes le champignon, la psilocine, qui est la molécule active, va se mettre à la place de la sérotonine, ce qui va brouiller tes pistes. Du coup, ton cerveau, il va penser, il va voir différemment. Et concrètement, qu'est-ce que ça te provoque? Lorsque tu le consommes, ça te provoque des distorsions visuelles et auditives, bien sûr. Tu auras cette impression de fusion entre les différents sens. Ça s'appelle la synesthésie.
Par exemple, tu pourras entendre des couleurs ou sentir des chiffres. C'est la confusion totale. En fait, ce sont juste des petites molécules issues de la nature, super proches que ce que produit déjà le cerveau. Ce qui fait que la psilocybine, en fait, c'est juste la forme endormie de la molécule, tandis que le corps réussit à la transformer en psilocine, qui est la forme éveillée, si je peux dire ça comme ça. Et ensemble, elles ouvrent la porte de la perception, comme disait Billy the Kick dans Mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Te permettant de voir le monde autrement, sans pour autant en être dépendant. Physiquement. D'ailleurs, honnêtement, est-ce qu'il y a des côtés négatifs? Oui. Il y en a quelques-uns quand même, car la consommation et l'achat de ce champignon sont interdits par la loi. Si vous êtes chopé, vous pouvez encourir à de grosses amendes. Par ailleurs, il faut faire attention aux doses qu'on prend et si nous en prenons, il faut toujours faire attention dans quel environnement on est. Soit on peut faire une overdose, soit les personnes ayant la conscience altérée peuvent croire qu'ils sont invincibles et du coup tenter toutes les choses un peu impossibles. C'est-à-dire comme essayer de voler par exemple. Il y a un jeune qui s'est tué comme cela. Donc faut vraiment quand même faire attention à soi aussi. Mais ça peut créer des dépendances, je peux dire, psychologiques. C'est-à-dire que les gens accros à vouloir toujours plus de sensations fortes, eh ben peut-être ils seront dans ce piège de toujours vouloir altérer leur conscience. Ce qui peut être très dangereux. Et du coup se déconnecter à la réalité que tout le monde vit. Après peut-être demain il sera utilisé à grande échelle comme remède. Et ça tombe bien parce que c'est ma conclusion. Donc est-ce que ces champignons hallucinogènes seront la médecine de demain? Car il faut savoir que la psilocybine, sur certaines recherches, il y a des résultats prometteurs contre la dépression, les traumatismes ou encore les addictions. Par ailleurs, comme je l'ai dit, elle agit sur la sérotonine, enfin elle agit sur le cerveau, prenant la place de la sérotonine, ce qui fait qu'elle réinitialise le mental et ouvre à une reconnexion intérieure. Donc est-ce qu'on peut dire que ce que la science explore aujourd'hui en profondeur, les anciens savaient déjà? Je sais pas. À toi de me le dire. Donc on sait que ces champignons soignent l'âme et l'esprit, nous permettent de nous reconnecter à une personne beaucoup plus saine et beaucoup plus pure. Un peu comme si on se lavait de nos péchés. Donc la psilocybine, je pense que dans le futur ne sera pas qu'un simple médicament, mais ce sera vraiment un miroir vers soi-même. Voir qui on est intérieurement. Ça donne de l'espoir. Et je vais terminer ce discours sur cette phrase venant de moi-même. Peut-être que les champignons ne créent pas le divin. Ils nous rappellent simplement qu'il est déjà en nous. Merci encore de m'avoir suivi. Franchement, c'était un plaisir d'être avec vous encore une fois. Franchement, je vois qu'on est de plus en plus, même si c'est encore petit, c'est encore, je peux dire, familial, mais ça me fait vraiment plaisir que vous me laissiez des commentaires. Si toi, derrière cet écran, t'es intéressé par les champignons, je te conseille vivement à t'abonner, car ici, on parle des champignons dans la vie en général. Par ailleurs, ça tombe bien parce que mon prochain sujet, ce sera sur l'alcool et les champignons. Donc je te conseille de t'abonner si toi t'aimes bien l'alcool et les champignons en même temps. Et en même temps, je te conseille de t'abonner sur mon Instagram. C'est là où se passe le gros des vidéos. Et c'est là aussi où tu peux apprendre davantage sur les champignons comestibles. Sur ce, je te laisse. J'ai des champignons à aller chercher. Et bonne semaine!